tous et bienvenue sur ce plateau de questions ouvertes pour notre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité. À l'ordre du jour de cette semaine, la Suisse est-elle devenue intolérante ? On a vu en effet que par un référendum d'initiative populaire, ses électeurs viennent d'interdire la construction de minarets sur les mosquées. Alors, surprise et consternation dominent les réactions en Europe et dans le monde. À l'ONU, au Parlement européen, mais aussi dans les églises chrétiennes, on déplore un choix qui pourrait apparaître comme hostile à l'encontre de la communauté musulmane. Comment en est-on arrivé là, en Suisse ? Quelles seront les conséquences de ce vote dans ce pays ? Mais aussi, peut-il y avoir une contagion dans d'autres pays européens sur ce genre de réaction ? Pour tenter de répondre à ces questions, nous avons fait appel, comme d'habitude, à des éditorialistes de médias chrétiens. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur ce plateau Louis Dauphren, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef d'édition à Radio Notre-Dame. Paolo Romani, bonjour. Bonjour. Vous êtes correspondant en France de l'hebdomadaire italien Famiglia Cristiana. Alors nous rappelons que c'est un hebdomadaire qui est, je crois, le premier par son tirage en Italie. Oui. Le premier hebdomadaire généraliste, environ 800 000 exemplaires. 800 000 exemplaires. Donc le premier hebdomadaire italien d'inspiration chrétienne, naturellement, comme son nom l'indique. Avant de vous laisser la parole, je vous propose le point de vue d'un expert. C'est celui de Jean-Yves Camus, qui est chercheur à l'IRIS. C'est un politologue, l'Institut des relations internationales et stratégiques. C'est Frédéric Jakovlev qui l'a rencontré et qui lui a posé comme question notamment pourquoi l'islam fait-il peur en Europe. Je vous propose d'écouter sa réponse. L'écroulement du système communiste laissait évidemment un énorme vide. Il n'y avait plus d'ennemis. Il n'y avait plus d'ennemi absolu. Le communisme, qui avait été l'ennemi absolu entre 1945 et la chute du mur de Berlin, cessait tout bonnement d'exister. Et finalement aujourd'hui, l'islamisme a pris, en tout cas, la place qu'avait le communisme naguère dans la hiérarchie des détestations, avec derrière tout un arrière-plan de théorie du choc des civilisations qui a été agité assez souvent, notamment dans les milieux néoconservateurs américains au moment de l'intervention en Irak et à propos de la guerre en Afghanistan. Et puis, on voit bien comment, finalement, ce qui devrait être un ennemi commun pour de bonnes raisons, l'islamisme radical, qui s'attaque au fondement même des démocraties, devient maintenant un ennemi beaucoup plus vaste, l'islam et les gens qui le pratiquent. Alors même que, encore une fois, le grand danger de cette attitude, c'est qu'il enferme dans la catégorie musulman des gens qui eux-mêmes ne se définissent pas comme tels. Quand on regarde beaucoup plus loin le nombre de gens, par exemple, qui vont à la prière toutes les semaines, ou même encore, si on veut restreindre l'échantillon, le nombre de gens qui prient tous les jours, qui font les 5 prières quotidiennes, par rapport à la masse de gens qui sont sociologiquement musulmans dans ce pays et dans les autres pays d'Europe, c'est une petite minorité. Et encore une fois, derrière le problème aussi de la manière dont l'islam peut s'exprimer dans la sphère publique, il y a, dans certains milieux, pas dans tous, une critique fondamentale du fait religieux qui dépasse le simple fait de critiquer l'islam. Se sentant agressé en tant que simplement pratiquant plus ou moins une religion, une fraction des musulmans qui sont déjà soumis pour certains des discriminations d'ordre de la ségrégation spatiale ou de l'accès au travail, se réfugient dans un raidissement identitaire qui finalement monte les citoyens les uns contre les autres, alors qu'encore une fois, il est possible d'arriver à un modus vivendi dans l'espace républicain qui, sans toucher à la loi de séparation, permette à cette religion venue plus tardivement que les autres sur le sol français qu'est l'islam, de trouver sa place avec, je crois quand même du côté de l'immense majorité des citoyens, le souci que les choses se passent convenablement. Louis Dauphren, cette analyse, vous la partagez Écoutez, oui, 2 remarques sur Jean-Yves Camus, ce qu'il vient de dire. La première, c'est qu'il est tout à fait, d'une certaine façon, logique que les Suisses votent ainsi, lorsqu'ils entendent constamment dans les médias que la priorité du monde occidental, c'est la lutte contre le terrorisme et que cela est une obsession et que le terrorisme est assimilé par les médias aux mouvances islamistes radicales. Donc d'une certaine façon, il y a un enchaînement de cause à effet, si je puis dire, une association d'idées qui fait que dans l'opinion, à force de vous parler constamment de terrorisme, on peut rappeler que le terrorisme n'est pas un ennemi, le terrorisme c'est une méthode, et bien finalement ils mettent un visage sur ce terrorisme et que ça se traduit sous forme de réflexe conditionné par un vote qui est négatif à l'endroit de l'islam. Donc ça c'est vrai que d'une certaine façon, le communisme ayant disparu, on se retrouve avec un nouvel ennemi. Maintenant, j'ajouterais une chose, Jacques Rollet avait une bonne définition, enfin une définition qu'on peut discuter, qui consistait à dire que
tout musulman, évidemment, n'est pas islamiste ou intégriste. En revanche, tout intégriste est fondamentalement en soi musulman. C'est tout le problème. Il y a des intégristes catholiques Bien ou sûr. protestants. Mais quand les intégristes sont catholiques ou protestants, ils contredisent les valeurs qu'ils prétendent défendre. Ils les contredisent frontalement. Et les intégristes, donc musulmans, ne contredisent pas. C'est toute la question de savoir... Alors, je livre cela à votre réflexion. C'est juste que je ne me prononce pas en soi sur cette question-là. Reste que si l'association d'idées entre islam et islamisme est si naturelle, c'est que beaucoup y voient dans l'islamisme un prolongement peut-être excessif, mais en tout cas relativement facile à faire entre l'islam et l'islamisme, entre l'activisme et la foi musulmane, et un activisme débridé et agressif. Alors que fondamentalement les intégrismes ont toujours été condamnés dans le christianisme en tout cas, ont été marginalisés ou condamnés et se situent frontalement, je dirais, en opposition avec les valeurs évangéliques. On ne peut pas délibérément agresser son voisin et pratiquer la charité, aimez-vous les uns les autres. C'est contradictoire. C'est foncièrement contradictoire. Or, cette contradiction n'existe pas au sein même de l'islam, ou en tout cas, il faut que les musulmans apportent la démonstration qu'elle n'existe pas. Alors donc, premier élément de réponse donc, sur cette explication pourquoi les Suisses ont voté comme ça. Est-ce que vous partagez le point de vue qui dit que les Suisses ont voté parce qu'ils voyaient derrière, disons, de braves musulmans, avec les affiches où on voyait des minarets qui avaient une allure de missile, derrière un brave musulman, ils ont peur du terroriste islamiste? Je dirais que c'est une explication et qui prouve bien que les amalgames sont toujours très dangereux et ils sont à bannir, n'est-ce pas? Parce que, évidemment, si vous amalgamez tous les musulmans à des terroristes ou à des intégristes, c'est quand même faire fi trop facilement de tous les musulmans modérés, entre guillemets, qui sont, à mon avis, la grande majorité des musulmans. D'autre part, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que je pense que le Coran et une bonne partie des docteurs de la foi musulmans rejettent absolument l'idée que la violence et le terrorisme et l'intégrisme soient inscrits dans le Coran, dans l'islam. Je pense qu'il y a... Bien sûr, on ne va pas rentrer trop loin dans ce débat qui est surtout un débat, je pense, à la fois théologique et historique. Oui. On sait aussi que peut-être que le christianisme n'a peut-être pas forcément intérêt à refaire son histoire, qui n'est pas forcément tout à fait claire dans ses rapports avec l'intégrisme. Mais sur ce premier point, ce que je voulais vous demander, c'est est-ce que vous pensez en effet que le minaret, c'est un signe de visibilité de cette religion et que ce qui pose problème, c'est que cette religion de l'islam soit visible dans un pays comme la Suisse? Alors, oui, le minaret est en soi... Exactement. Le minaret est un signe de revendication politique dans l'espace public. Or, on a dit, les Suisses, c'est quand même très injuste, puisqu'ils votent, ils interdisent la construction de minarets, ils votent contre les minarets, alors qu'il n'y a que 4 minarets en Suisse. Mais je dirais peu importe, c'est la question du symbole. Aujourd'hui, on est dans une société de symboles, les images sont mondialisées. Barack Obama, qu'est-ce d'autre qu'un symbole, Barack Obama? Le minaret, c'est évidemment un symbole. Donc je dirais que les images, la télévision, provoquent un effet de symbole qui grossit ce qui peut paraître comme étant sociologiquement relativement marginal, mais qui incarne en fait un mouvement de fond, un mouvement d'opinion beaucoup plus fort. Donc le minaret est une revendication dans l'espace public. Moi, je m'étonne d'une chose, c'est que les médias français, je trouve, ont agi avec une forme de manque de distance critique. Vous êtes dans les médias, là. Oui, je suis dans les médias, mais j'ai écouté, j'ai pu lire beaucoup d'éditoriaux, dans Le Monde en particulier, dans certains journaux, qui tout de suite titrent le vote de la honte. Mais avant, je crois, de condamner ou de s'indigner, il faut chercher à comprendre. La Suisse repose, je trouve intéressant que le message provienne d'une société qui est pacifiée, qui est avancée, qui est sur un modèle scandinave, qui est une société comme celle de la Suisse, qui refuse en soi, qui n'est pas une société de conflit. Et on s'aperçoit que dans ces sociétés-là, que ce soit la Suisse, le Danemark, la Suède, les Pays-Bas, il y a un trait commun face à l'islam qui se dégage en ce moment, et c'est en soi que ce vote est inquiétant. C'est que c'est de la part des sociétés qui en soi sont les plus ouvertes et les plus accueillantes que se manifeste la crispation la plus forte aujourd'hui. Paolo a peut-être un avis un peu différent sur les manifestations, parce que là on peut faire une étude un peu comparative par rapport à qui
qui manifestent dans les pays européens pour réclamer le même non, vote? Je voudrais tout d'abord, juste une très brève réponse, c'est qu'en effet, ce qui pose problème, c'est la visibilité de l'islam. Le minaret est visible comme la burqa. Et alors évidemment, en France, on s'excite sur la burqa parce que c'est un symbole extrêmement visible de l'islam, et en Suisse, on s'excite sur les minarets. Bon, ceci dit, vous avez dit les pays les plus tolérants, les plus accueillants. Alors là, je me permets de dissentir un petit peu parce que l'image de la Suisse, pays tolérant et accueillant pour les étrangers, est en partie fausse. En fait, la Suisse n'est vraiment accueillante que pour les riches et les nantis, ceux qui remplissent les coffres des banques, n'est-ce pas ? Et nous autres Italiens, nous savons bien comment étaient traités et sont encore traités parfois les travailleurs immigrés, puisqu'il y a eu une très forte immigration italienne en Suisse. On a vu des films, ce film que tout le monde a vu, je suppose, Pain et chocolat de Nanni Loy, qui raconte les tribulations des immigrés italiens en Suisse. Il y a eu un autre film suisse, celui-là, Les faiseurs de Suisse. C'est une histoire satirique mais très amère de deux fonctionnaires de la police cantonale qui sont chargés d'examiner à la loupe les candidats à la naturalisation. Excusez-moi. Et bon, il y a eu beaucoup de cas comme ça. Jean-Jacques Rousseau, qui pourtant était né à Genève et qui fut contraint à s'enfuir après avoir été lapidé par les habitants d'une petite ville, car les pasteurs suisses avaient dénoncé ses idées religieuses. Il y a eu les anarchistes italiens expulsés de Suisse. Vous faisiez allusion, Paolo, aux travailleurs immigrés. Alors, il y a une deuxième raison qui est souvent mise en avant pour expliquer ce vote, c'est de dire c'est aussi la crainte en matière économique, c'est-à-dire de faire l'amalgame, en quelque sorte, entre musulmans et travailleurs qui viennent prendre la place de travailleurs suisses. Est-ce que vous pensez que c'est aussi une raison qui explique ce vote ? Peut-être parce que la rhétorique de l'UDC qui se classe à l'extrême droite, démocratique du centre, qui est un parti plutôt de droite populiste. C'est ça, joue là-dessus, joue effectivement sur ces réflexes qui, en temps de crise, font qu'on regarde d'un mauvais œil le frontalier qui vient travailler en Suisse. La Suisse, si vous voulez, je crois qu'il faut entrer dans la mentalité des gens. La Suisse repose sur l'équilibre et l'arbitrage. C'est une société qui a un grand sens quand même du bien commun. C'est pour ça que les faire passer pour des crétins des Alpes, abrutis qui votent comme des extrémistes sous une forme de pulsion, je trouve cela excessif. Ce sont des gens qui ont une grande conscience de leur modèle et qu'ils veulent préserver. C'est peut-être égoïste, mais en tout cas, ils se situent comme cela. Moi, j'ai entendu des Suisses dire, mais attendez, on ne va pas attendre d'être dans la situation de la France pour statuer sur la place de l'islam, parce que quand on voit ce que devient la France aujourd'hui, on n'a pas envie de devenir comme la France. Donc, soyons clairs, Louis, c'est un message aussi. Vous pensez qu'une religion comme l'islam, dans un pays comme la Suisse, n'a pas besoin forcément de signes visibles comme un minaret? Autrement dit, vous posez le débat sur cette visibilité avec Paolo, c'est-à-dire, oui pour des clochers, mais pas pour des minarets. Alors, c'est l'ambiguïté de ce débat. Et là, vous avez raison de le poser. J'aimerais justement faire un point. Ce qui m'étonne, je disais en cela que j'étais étonné par la réaction des médias, c'est que quand il y a eu la loi en France sur les signes ostentatoires religieux à l'école, beaucoup de médias ont applaudi l'interdiction de ces signes religieux. Beaucoup de médias ont applaudi en disant que cela va préserver l'espace laïque, la laïcité dans l'espace public. Or, les mêmes médias aujourd'hui nous disent qu'interdire les minarets en Suisse, c'est scandaleux. C'est contradictoire comme position, puisque la position, en fait, l'UDC rejoint parfaitement la position des laïcs en France, qui est de préserver l'espace public de toutes les religions. En fait, pourquoi les médias protestent-ils ? On n'a pas encore démoli des clochers dans la République française. Mais justement, et c'est là que le système est un petit peu pervers. Ce que je voudrais dire, c'est que les médias condamnent les Suisses. Pourquoi ? Parce que l'initiative vient de l'extrême droite. Mais l'initiative ne serait pas venue de l'extrême droite, mais de la gauche laïque. Tout le monde aurait applaudi en disant qu'on a sauvé la laïcité en Suisse. C'est simplement parce que le coup est parti de l'extrême droite et que c'est l'extrême droite qui ramasse la mise à l'arrivée que les médias se scandalisent. Donc c'est un petit peu du parti pris idéologique. J'ajoute une chose sur ce point que vous avez raison de mentionner, sur la visibilité en France. Est-ce qu'on a des leçons à donner aux Suisses, nous ? Moi, je ne suis pas sûr.
on n'a pas... Nous ne sommes pas là pour donner des leçons, mais voilà. pour faire une analyse. On est là pour faire une analyse. On a toujours tendance un petit peu, les Français ont toujours une tendance un petit peu à être arrogants, à avoir une certaine morgue et à dire que c'est mieux chez eux qu'ailleurs. Moi, je ne suis pas sûr qu'on ait de leçons à donner de ce point de vue-là. Il y a des sondages qui sont tombés. Tenez, un sondage IFOP du Figaro ce matin. 41% des personnes interrogées seraient contre la construction de minarets en France. Vous avez sur le site du Figaro.fr, il y a 73% des personnes qui sont prononcées contre la construction de minarets. C'est vrai que c'est du vote Internet. On peut discuter ces chiffres, mais je dirais c'est bien que les Suisses en soi aient posé la question. Maintenant, là où c'est pervers pour le christianisme, c'est que d'une certaine façon, c'est une réaction laïque qui consiste à chasser le religieux de l'espace public, ou du moins à le contingenter. Or, d'une certaine façon, les chrétiens se retrouvent un peu en porte-à-faux. Parce que alors, les chrétiens en porte-à-faux, je voudrais vous couper quand même. Ils sont en porte-à-faux. Pour qu'on puisse quand même arriver aussi à cette situation en Suisse. Il y a deux partis qui ont prôné l'interdiction des minarets. Il y a le parti principal, le parti de la droite populiste, le parti du centre. Mais il y a également un parti qui se réclame ouvertement du christianisme, qui a dans ses statuts, qui se réfère à la Bible. C'est donc le parti de l'UDF, l'Union démocratique française en Suisse. Je lis dans ses statuts, les immigrants se doivent de respecter les valeurs chrétiennes. Alors est-ce que ça veut dire en effet qu'on est là aussi sur un autre aspect du problème, c'est que pour être en Suisse, pour vivre en Suisse, donc il ne faut pas de minaret, il faut respecter que les valeurs chrétiennes. Oui, à votre mais avis, alors ça c'est totalement, à mon avis, totalement absurde, parce que comment peut-on concilier de telles déclarations avec quand même le principe de la laïcité, qui est un principe, je ne sais pas s'il est inscrit dans la Constitution suisse, mais enfin, la Suisse est un pays laïque quand même. Il est peut-être que la laïcité est vécue d'une façon moins importante, disons, qu'en France, mais quand même, c'est un pays laïque. Or, le principe même de la laïcité, c'est que toutes les religions doivent être traitées sur un plan de parité, n'est-ce pas ? Donc, si à ce moment-là, si on veut défendre la laïcité et défendre certaines valeurs, eh bien, il faut, à ce moment-là, il faut non seulement interdire les minarets, mais il faut interdire les clochers et peut-être les détruire. Comprenez ? Parce que quand un pays se réclame ouvertement de la laïcité, et l'a inscrite même dans sa constitution, comme beaucoup de pays, eh bien, à ce moment-là, il faut respecter toutes les religions. Donc, il faut accepter les minarets au même titre que les clochers. Et ce n'est pas un hasard, par exemple, qu'il est impossible de construire une église en Arabie Saoudite. Alors, je voulais vous amener sur ces deux autres arguments qu'on entend, nous les observateurs, l'argument de l'antériorité d'une religion sur une terre, style en France, l'antériorité du christianisme par rapport à l'islam, ou style bien entendu dans des pays comme la Chine, l'antériorité d'autres philosophies ou spiritualités par rapport au christianisme. Et l'autre argument, donc nous on était avant vous, et l'autre argument, nous on fera si vous faites. C'est l'argument de la réciprocité. Est-ce que ces arguments-là sont pertinents, Louis Dauphren ? Alors le premier, à mon sens, plus que le second. Je vais vous dire pourquoi. L'antériorité, il est indéniable qu'il faut respecter, je crois, quand même, la logique de l'histoire. Peu de gens se prévalent de l'histoire aujourd'hui. Or, il y a une histoire, il me semble, qu'il faut un minimum respecter. Ne serait-ce que par le respect qu'on doit aux populations qu'on est censé gouverner. Donc ça me paraît logique. L'histoire aussi nous enseigne que, à mon sens, un clocher n'est pas un muezzin. Et que le fait de dire les religions, c'est en fait, à mon avis, un peu un piège pour le christianisme. C'est d'une certaine façon, c'est édulcorer le contenu même de la foi et la réalité que l'Église a un message évangélique qui porte à l'amour du prochain avant toute chose. Et que donc... il y a l'accueil aussi, tout à fait. Mettre les religions sur un pied d'égalité, c'est, je pense, un peu dangereux. Donc on ne peut pas dire que toutes les religions se valent dans l'espace public, parce que d'abord, c'est vrai que le fait d'avoir été une terre chrétienne et d'être une terre chrétienne, je mets des guillemets, parce que une terre de tradition chrétienne n'est pas sans intérêt. On ne peut pas tirer un trait sur des siècles d'histoire. Je pense que les musulmans le conçoivent tout à fait. Donc à mon sens, l'antériorité, c'est pertinent. Mais l'antériorité, ce n'est pas le seul point. C'est l'égalité entre les religions qui, je pense, a tendance à faire en sorte que on met sous le nom de religion des réalités qui ont des contenus extrêments différents et qui prêtent à discussion. Et les chrétiens doivent se méfier de l'antériorité. On était là avant vous. Oui, non, mais ça, l'antériorité, on peut l'invoquer, évidemment, mais je veux dire, c'est impossible, à mon avis, de parler de réciprocité lorsqu'il s'agit de pays tels que, je prends l'Arabie Saoudite comme exemple, qui est un pays qui est
totalement confessionnel, où il n'y a pas de distinction entre le politique et le religieux, et où la laïcité est une notion totalement inconnue. Donc, on ne peut pas réagir en disant « Ah, on nous interdit de construire une église en Arabie Saoudite, eh ben nous, on va interdire de construire des minarets. » Vous comprenez, c'est un principe de réciprocité assez absurde. D'autre part, vous dites que les religions ne doivent pas être considérées sur un plan d'égalité. Mais ce qui doit être considéré sur un plan d'égalité, c'est le traitement des religions. Ce n'est pas les religions elles-mêmes, n'est-ce pas ? Je me permets de vous répondre, c'est que le mot religion est piégé en soi. L'islam, je dirais, est moins une religion qu'une identité. Nous, on regarde l'islam avec le regard chrétien et on pense qu'on peut aménager l'islam comme on a aménagé le christianisme. Alors, je pense que ce sera beaucoup plus difficile parce que c'est une identité beaucoup plus englobante que l'est la réalité chrétienne, où on fait aujourd'hui aisément la distinction entre espace privé et espace public. On l'a pas toujours fait. Non, justement. Mais aujourd'hui, c'est relativement admis. Je pense que personne ne remettrait en cause véritablement ce clivage-là. Je pense que pour un musulman, c'est beaucoup plus difficile de se situer dans cette logique-là, de l'espace, de la distinction entre, vous l'avez dit, entre le religieux et le politique, et entre le privé et le public. Un dernier mot, Paulo, parce qu'il faut conclure. Je sens poindre juste sous vos propos comme quelque chose une tendance à prendre au sérieux le fameux conflit de civilisation de Huntington. Je peux en dire un mot si vous voulez. Trop tard. Désolé Louis, trop tard. Oui. Mais je le réprouve. Nous pourrons, je pense, prolonger ce débat qui est fort riche et fort dense. Je n'en doutais pas dès le début. Je vous propose de passer à notre rubrique Contrepoint. Louis Dauphren, soit pour prolonger, soit pour passer à un autre sujet, qu'est-ce qui vous a frappé cette semaine qui mérite un point d'exclamation, de suspension, d'interrogation ? C'est un tout autre sujet, figurez-vous, parce que c'est vrai que l'actualité, honnêtement, est un petit peu pesante, marquée par des tensions. Vous parliez du choc des civilisations, justement. C'est dangereux, justement, pour l'entente entre les peuples. Et je vous recommande simplement la lecture d'un ouvrage. C'est celui que vient de sortir Raymond Poulidor, figurez-vous. Raymond Poulidor, qui est un monument national, si je puis dire en soi. L'Éternel Second. L'Éternel Second, qui vient de publier le 3e volet de ses mémoires qui s'appelle Le Poulidor. C'est un homme qui nous emmène en fait au cœur de l'esprit du courage, des valeurs d'amitié, des valeurs du sport, des valeurs d'une certaine façon, c'est vrai, chrétienne, on peut le dire, même si ce n'est pas ostensiblement affiché. Et je trouve que Raymond Poulidor, qui vient de sortir ses mémoires, Le Poulidor, aux éditions Jacob Duvernay, j'ai apprécié ce livre d'images. C'est un trait à ce livre d'images, de photos, de souvenirs. Et je trouve que c'est une façon aimable, avenante de vivre l'identité nationale, voyez-vous, qui n'est pas agressive, qui est consensuelle et qui peut réunir les gens autour de ce que nous sommes vraiment, en fait, et qui représente une identité, peut-être que mon interlocuteur ne me contredira pas, une identité bien française. Paolo Romani, dans cet autre pays où le cyclisme est également cher, comme l'Italie, vous êtes sûrement sensible à ce numéro 2 Poulidor qui est numéro 1 aux yeux de Louis Dauphren. Et vous, alors, votre contrepoint ? Poulidor, toute petite parenthèse, Poulidor était, je dois dire, très apprécié. Les Italiens le trouvaient très sympathique. Le public italien aimait beaucoup Poulidor. Donc, vous voyez, ça, on se rejoint là. Non, moi, ce serait plutôt un petit coup de gueule parce que je suis vraiment consterné de voir comment a été organisée cette campagne de vaccination pour la grippe, pour le virus H1. Comment ça s'appelle? Je ne sais plus. H1N1, oui, voilà. La grippe A, si vous préférez. Voilà. Alors, comment est-ce que ça a été organisé? Comment est-ce qu'on a pu organiser ça d'une telle façon en France? On aurait dit que cette campagne est organisée par les commissaires du peuple de l'Union soviétique. Alors, vaccination obligatoire, avec par catégorie, avec dans des centres spécialisés. Résultat, c'est une formidable pagaille, alors que si on avait tout simplement autorisé les médecins à pratiquer la vaccination, peut-être on aurait pu éviter une telle pagaille. Oui, je reconnais là l'œil averti de l'Italien par rapport, en effet, au système français. Louis, un mot sur cette pagaille décrite par Paolo? Je partage un peu. Maintenant, je ne veux pas juger les pouvoirs publics. C'est vrai que la France est un pays aussi complexe à gérer du point de vue de la communication, de l'opinion, et qu'on est souvent un peu, je dirais, un peu protestataire systématiquement. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une communication un peu à contretemps, et que peut-être que les médecins auraient, je suis tout à fait d'accord avec vous de ce point de vue-là, auraient, si ça se trouve, très bien été habilités
inciter à pratiquer cette vaccination, si tant est qu'on veuille se faire vacciner, Oui, bien parce sûr. que dans la plupart des pays avoisinants, ce sont les médecins qui pratiquent la vaccination. Donc. Alors, allez vous faire vacciner ou pas, cela relève bien entendu toujours de votre libre choix dans cette république laïque où il y a des clochers et quelques minarets, on n'en a pas parlé également en France. Cette émission s'achève. Vous pouvez la revoir ou bien entendu réagir sur notre site internet www.ketotv.com. Il me reste à remercier Louis Paolo d'avoir participé à cette émission. Quant à moi, je vous souhaite un très bon week-end et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Au revoir.